Bon, je crois que vous êtes pas prêts pour l'intro, parce que c'est le moment où je vous annonce que le prochain intervenant, il est le parrain d'un petit cochon qui s'appelle Pelote. Ah ouais, vous avez pas d'humour, vous rigolez même pas, quoi. Là, c'est silence complet. Bon, on va revenir sur du plus sérieux alors. Donc je vous dis pas que sa passion c'est de gratouiller des cochons et de partager des pictures. Tant pis pour vous. Bon, sinon il est aussi développeur à iOS et vient nous présenter la librairie d'architecture The Composable Architecture, et il nous fait un tour d'horizon de ses points forts, ses points faibles. Et on peut accueillir Louis Prudhomme. Alors accrochez-vous, ça va peut-être être un peu brutal. Je vais commencer par appeler Composable Architecture TCA. Ce sera plus pratique pour tout le monde pour la suite. Je vais commencer par me présenter parce qu'on n'a pas élevé les cochons ensemble. Je suis développeur chez BAM depuis 2 ans à peu près. Pendant ces 2 ans, j'ai fait un peu moins de la moitié de React Native et un peu plus de la moitié de SwiftUI du coup. BAM, pour référence, c'est un cabinet de conseil qui fait du développement, enfin de l'ingénierie d'applications mobiles. C'est très cool. Et effectivement, je parraine Pelote au refuge Grand. Je vous invite à jeter un œil. C'est ce que moi j'appelle un mouchon. J'adore ça. Je pose pour la photo. Voilà. Et on va partir sur TCA. Donc là, vous pouvez vraiment vous accrocher. Déjà, on va commencer par voir ensemble ce que c'est que SwiftUI, histoire que je sache où est-ce que je mets les pieds. Qui a déjà entendu parler ou touché à SwiftUI? Pas mal. Ok, donc je vais essayer de pas trop dire n'importe quoi. Donc on va reprendre avec les bases. C'est un framework qui sert à faire des applications iOS. Le premier truc qu'on commence à dire quand on parle de SwiftUI en général, c'est que c'est un framework qui utilise une syntaxe qui est descriptive. Et en fait, ça c'est assez récent, c'est assez moderne comme concept, et ça vient du fait que SwiftUI lui-même est assez moderne. Comme il est assez moderne, en fait, il utilise plein de concepts qui sont assez modernes. Donc il y a Combine, tout ça, je ne vais pas tous vous les citer, mais le truc qui est très intéressant et qui va nous intéresser pour TCA, c'est que SwiftUI propose de faire une abstraction du life cycle des composants, c'est-à-dire du cycle de vie des composants. Dans un framework plus classique, on devrait dire ce que notre composant fait quand il est instancié, quand il est monté dans l'arborescence, dans la hiérarchie de view, quand il est démonté de la hiérarchie de view, quand il est disposé. Avec SwiftUI, on a juste à le déclarer comme ça, et on peut utiliser une petite annotation ici, state, qui dit que myvar est essentiel au rendu de notre composant, et automatiquement, SwiftUI va faire plein de trucs avec ça. Déjà, il va gérer automatiquement une persistance de cette variable. Il va créer son petit espace mémoire. Et ensuite, il va automatiquement faire un re-render de tout le composant dès que le state va changer. Et on n'a pas du tout besoin de s'inquiéter de quoi que ce soit en tant que développeur. Des annotations comme ça, il y en a plein qu'on peut choisir. Il y a celles qui sont des déclinaisons du même concept, comme toutes celles que vous voyez là. Et il y a celles qui sont des explorations, des approfondissements des mêmes mécaniques. Je ne vais pas trop m'étendre dessus, parce que là, maintenant qu'on connaît SwiftUI, on va pouvoir parler de ses problèmes. Et on va commencer par jeter un coup d'œil un peu plus en profondeur à ces annotations que je viens de vous présenter. En fait, ces annotations, elles sont exclusives aux views de SwiftUI. Et donc, ça fait de votre view le centre de l'application assez rapidement. Parce que SwiftUI vous pousse en plus à gérer plein de trucs dans votre view. Vous devez gérer la navigation, vous devez gérer le focus de l'utilisateur, vous devez gérer les gestures de l'utilisateur, vous devez gérer les alertes, les pop-up, les bottom sheets, tout ça. Et bien évidemment, comme les annotations y sont réservées, il y a plein de choses que vous ne pouvez faire du coup que dans la view. Comme par exemple l'injection de dépendance de SwiftUI, elle n'est pas disponible ailleurs que dans la view. Et encore...
Ça complique vachement en fait le boulot du développeur qui consiste à séparer les responsabilités et mettre les trucs dans des petites boîtes. Globalement, dans le futur, si vous faites une application en SwiftUI en y allant un peu les yeux fermés, vous avez toutes les chances de vous retrouver avec plein de problèmes de maintenabilité et plein de problèmes surtout de testabilité. Un petit exemple, histoire de... Voilà. J'ai fait une application qui est un compteur qui est très simple. On a un bouton pour incrémenter, on a un bouton pour décrémenter ce compteur. Vous ne voyez pas là, c'est normal. On a un bouton pour vérifier si le chiffre affiché par le compteur est impair ou pas. Ça fait un call API. Et on a le résultat qui s'affiche sous forme d'une bottom sheet. Et en fait, le state qu'on pourrait faire avec ce use case, ce serait un truc comme ça. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec SwiftUI, ce qui est la minorité, pas de bol, faites-moi confiance, c'est ça qu'on pourrait faire. C'est pas une bonne idée, mais on pourrait le faire. L'app en question, vous voyez, elle est très jolie. Vous la voyez fonctionner. Donc là, on décrémente, on incrémente, on appuie sur le gros bouton bleu, ça fait le call API. Voilà, c'est très bien. Et là, maintenant, on va pouvoir jouer à mon jeu préféré. Trouver où sont les mutations de state dans le code. Je vais vous spoiler. Je sais que vous ne voyez pas le code, hein, toujours, c'est normal. Je vais vous spoiler, mais en fait, dans le code que j'ai écrit, il y en a 4,5. On peut voir qu'il y en a bien évidemment une par bouton, donc 1 et 2. Et checkIsOdd, là, c'est la fonction qui est rattachée au 3e bouton. Sauf que cette fonction, elle fait déjà une mutation, et on lui fournit une callback qui refait une mutation. Donc ça, c'est le ennemi. Et la 4e mutation de state qu'on voit dans le code que j'ai écrit, enfin qu'on ne voit pas du coup, mais que vous pouvez imaginer, c'est qu'en fait, on utilise une bottom sheet, et la bottom sheet, pour fonctionner, elle a besoin d'un state, d'un binding, plus précisément, qu'elle va pouvoir contrôler. Et c'est normal, parce qu'on n'a pas envie de gérer le fait que quand on dismiss la bottom sheet, ça va changer notre state. Donc ça fait plein de mutations, enfin plein de zones de mutation. Un développeur rookie qui arrive sur votre app, il voit ça, il repart. Et globalement, vous-même, 6 mois après, vous allez avoir plein de problèmes pour régler le moindre bug qui apparaîtra dans cette app. Et ça va constituer notre premier problème, qui est la gestion du state sur TCA. On a vu que le state était très facilement, très fragmenté, et que ça posait pas mal de soucis. Là, je sais qu'il y en a pas mal qui regrettent, mais vous allez voir, ça va aller un peu plus vite. Ensuite, on va se poser une question. Je vous ai dit qu'il y avait un call API dans l'app, et on peut se poser la question du coup de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir le moquer, ce call API. Eh ben, on peut faire une injection de dépendance avec @environment. J'en ai vu quelques-uns qui voyaient de quoi je parlais. Sauf que @environment, en fait, c'est disponible que dans les views. Donc vous n'avez pas le choix que de vous débrouiller pour faire ça dans la view. Et encore, @environment, en fait, c'est en plus scopé au contexte, ce qui n'est pas très très clair comme phrase. Et c'est normal parce que c'est pas très très clair comme concept non plus. Ce qui fait qu'en fait, ça peut assez facilement vous faire des mauvaises surprises quand vous l'implémentez dans votre code. Et donc, c'est pas une super idée de moquer quelque chose d'aussi important qu'un call API avec cette annotation. Alors, on peut utiliser des librairies tierces, c'est vrai. C'est bien, surtout que la plupart ont été écrites pour UIKit, à une époque où SwiftUI n'existait pas, et ça se voit. Il y en a beaucoup qui ont pas mal de limitations. Il y en a beaucoup qui, par exemple, ne fonctionnent pas avec des classes qui sont final, ce qui est pourtant pas mal pour améliorer les performances du compilateur. Donc pareil, je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais comme c'est une solution qui est très très lourde à mettre en place, une librairie tierce qui permet de moquer des trucs, eh ben, c'est souvent le genre de décision que vous ne voulez pas trop prendre à la légère, parce que ça peut vite revenir vous hanter plus tard. Ça va constituer notre deuxième problème, l'injection de dépendance. Tranquille, il n'y en a que 15. Et du coup, on peut se poser la question de savoir comment est-ce qu'on testerait cette app, vu qu'on parle de moquer des dépendances. Et là, avant qu'on réponde à la question, on va spécifier tout de suite un truc. En fait, nos annotations @state qu'on a vues tout à l'heure, et quelques autres avec ça, sont des boîtes noires. Vous ne pouvez pas y accéder. Ce qui veut dire que quand vous êtes en plein test, eh ben, vous n'avez pas le choix que de tester le comportement qu'elle représente par proxy. Typiquement, dans l'application de tout à l'heure, où j'avais un composant, j'avais un compteur,
j'aurais dû faire un test qui appuie effectivement sur le bouton et regarder que le compteur nous affiche effectivement bien la bonne valeur. Et c'est ce qu'on peut vouloir pour des tests end-to-end ou des tests d'intégration, mais ça complique vachement les tests unitaires. Et ça complique aussi vachement les tests UI uniquement, parce que ça veut dire que le moindre comportement que vous voulez tester niveau présentation sur votre écran, vous êtes obligé de passer par tous les états de votre state. Et avec ça, il y a certains cas qui sont à la limite de l'impossible. La navigation, c'est ciao. Focus state, gesture state, j'en parle même pas. Donc, voilà. Et là, on va faire une petite pause mentale, parce que jusque-là, c'est allé un peu vite. Et pour appuyer ça et créer de l'engagement avec vous, c'est ce qu'on m'a dit de faire, je vais vous raconter une anecdote, et ça vous permettra de souffler. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec un autre dev iOS, et je lui ai posé exactement la même question que celle que je vous ai montrée, c'est-à-dire comment est-ce que tu testerais cette app iOS. Et là, il m'a répondu, en fait, une app iOS, c'est pas vraiment fait pour être testée. C'est déjà drôle en soi. Mais c'est encore plus drôle quand on sait 3 trucs. 1, il était totalement premier degré. 2, il avait 7 ans d'expérience dans plusieurs boîtes différentes. Et 3, et c'est ça qui est finalement assez extraordinaire, c'est que c'était dans le contexte d'un entretien d'embauche. Donc il faut pouvoir, voilà, il faut la sortir celle-là. Je pense qu'on n'a pas besoin de se poser la question de savoir si on peut tester notre app ou pas. Je pense que cette anecdote, et ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça en dit suffisamment long pour qu'on puisse dire qu'il y a un problème quand même avec les tests sur iOS. Et là, je sais ce que vous vous dites. Ça fait pas mal de problèmes, finalement, pour une technologie d'un GAFAM. Et vous avez tout à fait raison. Et on va commencer par les régler. J'ai menti tout à l'heure, il n'y en avait que 3 des problèmes. On va les régler avec TCA, The Composable Architecture. TCA, qu'est-ce que c'est? TCA, c'est inspiré de Redux. Et notamment, ça reprend son principe le plus connu, le One-Way Data Flow. Le One-Way Data Flow spécifie que la data va que dans un seul sens. On a un state, qui est dans son état initial forcément, qui trigger le render de la view. L'utilisateur interagit avec la view et ça émet des actions. Ces actions, elles sont interceptées par le reducer. Le reducer modifie le state, ça fait un autre rendu de la view et ainsi de suite. C'est comme ça, pas autrement. La view ne peut pas modifier le state directement, c'est pas possible. À ça c'est le fonctionnement des Redux normales. À ça, il faut ajouter 2 particularités en TCA. Premièrement, TCA prend en compte les effets secondaires. Les effets secondaires, qu'ils appellent effects, c'est tout ce qui va résulter du fonctionnement normal de votre app, mais dont vous n'êtes pas tout à fait en contrôle. Si vous faites un call API, la conséquence normale de votre call API, c'est qu'à un moment donné, vous allez recevoir une réponse, par exemple. Ce serait un effect. Ensuite, la deuxième chose que TCA prend en compte, c'est les dépendances. Puisqu'on parle de call API, eh ben, votre reducer, il a besoin pour fonctionner de s'appuyer sur des choses qui ne sont pas vraiment en son contrôle, ou dont il n'a pas vraiment besoin de savoir si elles le sont d'ailleurs. Et ça, c'est les dépendances, et ça s'appelle l'environnement. Maintenant, on va pouvoir commencer à régler des problèmes avec TCA, et on va pouvoir réécrire notre app de tout à l'heure, en commençant par le state, qui, je vous concède, était un peu gros, hein, c'était un peu forcé. Et donc, on va changer toutes ces lignes-là là, en cette structure qu'on voit là-bas. Alors, je vous ai caché un type, c'est normal, on ne va pas s'y intéresser trop pour l'instant, c'est pas important pour le moment, on y reviendra plus tard, promis. Sachez juste que c'est une combinaison de ce booléen-là, isCountOdd, qui était le résultat de notre call API, et de isResultSheetPresented, qui est assez explicite. Ensuite, on va pouvoir faire nos actions, si vous avez bien suivi. Donc là, on voit bien les actions de l'utilisateur qui finissent toutes par button tapped. Et ensuite, là, on voit bien qu'il y a une action qui est un peu spéciale. C'est un effect. Et on voit que c'est une request completed. Bon. Et pareil, il y en a une, on ne sait pas trop ce que c'est. On reviendra dessus après, promis. Enfin, on peut écrire notre reducer. On ne va pas trop s'attarder dessus parce que le but, c'est pas que vous appreniez la syntaxe de TCA. Le but, c'est juste de vous donner une idée d'à quoi ça ressemble. Donc là, on reçoit par exemple la requête avec un résultat.
on gère notre state comme on veut et c'est fini. Vous remarquerez qu'il y a encore une partie dont on ne va pas parler. Mais promis, encore une fois, on y reviendra plus tard. Alors, maintenant, on va passer à la structure qu'on a créée. On a ces 3 éléments qu'on a vus, et en fait, j'ai choisi de les mettre dans un fichier countercore.swift, dans une structure countercore. En fait, ça j'ai pas le choix, TCA me le demande. Et vous voyez qu'il y a 2 lignes qui sont apparues au milieu, qui commencent par @dependency. Très intéressant, ça. Vous avez peut-être vu dans l'application tout à l'heure qu'on affichait une date, et donc ça va être une dépendance sur un générateur de date. Parce qu'une dépendance au monde extérieur, à des choses que vous ne contrôlez pas forcément tout le temps dans votre app, ça peut être aussi simple que d'afficher une date. En revanche, on peut voir aussi ça, qui est notre API client. Ça, c'est une dépendance également que j'ai ajoutée moi-même. Je l'ai déclarée moi. Et je vais vous montrer comment on la déclare. On la déclare comme ceci. Là, on voit que je crée un type avec une fonction checkIsOD. Ici, on voit que je déclare en fait qu'il y a une dépendance qui s'appelle API client de type API client. Et ici, on voit que cette dépendance, elle peut avoir 3 valeurs en fonction du contexte d'exécution du code. Live, c'est quand un utilisateur fait tourner l'app. Test, c'est quand on teste l'app. Et preview, c'est les previews Xcode. Hop. Et donc là, on peut faire un petit état des lieux. Et on se rend compte qu'on a cassé notre application en 2 parties bien distinctes. J'aurais pu choisir de ne pas les mettre dans 2 fichiers différents, mais c'est mieux pour voir ce qu'on a fait. On a d'un côté la counter view, qui est vraiment la présentation, et d'un autre côté, on a le counter core, qui est le back-office. Et ça, c'est plutôt cool, parce que ça va nous permettre de lier les deux, mais surtout de les considérer de façon indépendante. Là, vous voyez par exemple toutes nos mutations de state qu'il y avait dans la view. Maintenant, c'est des actions qui sont émises. Et globalement, les actions, c'est juste une énumération. On ne peut rien tester dessus. En revanche, puisqu'on parle de test, peut-on tester notre store? La réponse est oui. Là, par exemple, je teste avec un state initial, donc le compteur est à 0, si, en incrémentant 3 fois, j'obtiens bien 1, 2, puis 3. C'est aussi simple que ça. Et là où c'est beau, c'est que du coup, je peux me permettre de tester la logique unitaire de mon application, vraiment le code business de mon app, de façon totalement indépendante de la vue, contrairement à tout à l'heure. Le seul postulat qu'on doit faire pour assumer qu'on a testé correctement notre app, c'est en fait qu'on utilisera les bonnes actions aux bons endroits, ce qui est un postulat assez OK, selon moi. Et maintenant, on peut reprendre notre liste de problèmes de tout à l'heure, commencer par le problème 1, gestion du state. Bon bah là, c'est vite vu. Ah, surprise, ça c'est l'effet démo. Donc là, normalement, je suis en train de vous dire que le state est centralisé au même endroit et qu'on fait les mutations exactement au même endroit. Donc il n'y a plus de problème 1. Le problème 2, c'était l'injection de dépendance. Et là, pareil, problème 2, on peut déclarer les dépendances partout, dans les vues, pas dans les vues, dans le reducer, pas dans le reducer, on s'en fiche. Et surtout, on peut l'injecter en fonction du contexte. Problème 3, c'était les tests. Bon, bah là, on a vu qu'on pouvait tester, donc c'est caduc aussi. Et ce qui est très très fort, c'est que du coup, on teste chaque morceau de l'app de la façon la plus adaptée possible. Si vous voulez faire des tests de snapshot dans un coin de votre app, notamment la view, vous pouvez. Facilement. Et donc, si on finit notre état de lieu, on voit qu'on a une bonne gestion du state, on peut tester des trucs, c'est très bien, mais en fait, tout ça, on aurait pu l'avoir avec un MVVM tout à fait classique. On n'aurait pas eu besoin de tout ce verbiage. Mais pourriez-vous me dire? Et surtout, peut-être que vous avez l'impression que je suis un fumiste. Ça fait 3 fois que je vous promets qu'on va revenir sur un type dont je ne vous ai pas parlé plus tôt. Vous l'avez toujours pas vu, vous êtes en colère, je le sais. On va revenir dessus maintenant. Et surtout, avant qu'on revienne dessus maintenant, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en fait, dans TCA, c'est-à-dire The Composable Architecture, il y a un mot au milieu qui s'appelle composable, que j'ai vaguement survolé, sans vous expliquer pourquoi il donnait son nom à la librairie? Et ben, c'est ce qu'on va voir maintenant en étudiant donc la composabilité que nous offre TCA. Et on va l'étudier au travers du type que je vous ai caché sciemment tout à l'heure. C'est le type de result sheet. Et ce type, en fait, c'est un autre reducer. Enfin, c'est le state d'un autre reducer. Cet autre reducer, il est beaucoup plus simple. Heureusement qu'il y a beaucoup de Swifteux dans la salle. Mais là, du coup,
vous voyez qu'on ne déclare pas un type à part entière, c'est pas une struct à part entière, on déclare juste un alias sur bool. Donc en fait, le state de notre reducer, c'est juste un booléen. Notre bottom sheet, si vous vous rappelez le use case, elle ne fait qu'afficher des trucs. Donc il n'y a aucune action. Et on alias ça sur l'ensemble le vide qui s'appelle never. Et enfin, puisqu'il n'y a pas d'action, le reducer il est plutôt empty, ce qui est normal. Là où c'est très très cool, c'est que quand on va l'utiliser dans le reducer global qu'on a créé tout à l'heure, en fait, on peut le modéliser comme ça, et on se retrouve effectivement, vu que ça rappelez-vous, c'est un booléen, avec un booléen optionnel, ce qui est probablement la meilleure modélisation de ce use case business possible. Ce qui est très très cool, c'est que ni notre reducer ici ne connaît le global, ni le global ne connaît notre reducer ici. Result sheet, si jamais notre reducer result sheet, si jamais j'ai une autre modale à un autre endroit de l'application qui fonctionne à peu près pareil, je vais pouvoir juste importer ce reducer que je viens de créer, et ce sera bon, j'aurai pas besoin de le réécrire. Et un très bon exemple, c'est les WebView. Les WebView, elles ont leur état, elles passent de stale à loading, à error ou loaded, en fonction de votre chance. Sur mon projet, on a décidé de faire un reducer qui est dédié aux WebView, et à chaque fois qu'on a besoin d'une WebView quelque part, on l'importe et on s'en occupe plus. Et c'est très bien comme ça. Et, tac, tac, tac. Oui, ça je l'ai dit. Et du côté de la view, j'ai laissé le petit morceau de code tout en bas là, j'espère que vous le voyez bien. On utilise notre bottom sheet désormais en utilisant un truc qui s'appelle store.scope. Store.scope, en fait, c'est comme un microscope. Quand vous regardez dans un microscope, vous ne voyez jamais qu'une toute petite partie de votre échantillon plus large. Store.scope fait exactement ça. Et en fait, il va éviter que vous fassiez des renders supplémentaires de cette partie précise de la view, tant que le state qui y est rattaché ne change pas. Donc tant que result sheet ne change pas, on ne va pas réactualiser le point sheet que vous voyez ici. Là où c'est top, c'est qu'en plus, on a une très très bonne compatibilité avec SwiftUI. Là, vous voyez, le point sheet vient de se transformer en point navigation destination, qui est l'opérateur pour la navigation, parce que souvenez-vous, la view gère aussi ça. Et ça fonctionne tout pareil. Avec ce code-là, au lieu d'avoir une bottom sheet qui s'affiche pour nous montrer les résultats, on va juste naviguer vers une autre page qui va nous afficher le résultat. Donc on a une interopérabilité de fou. Et ce qui est top, c'est que là, l'exemple, il n'est pas ouf, objectivement, parce que c'est juste un booléen optionnel, mais ça fonctionnerait tout pareil avec un reducer beaucoup plus compliqué qui ferait 1500 lignes. On pourrait tout à fait imaginer mettre des reducers énormes, enfin casser des reducers énormes en plein de petits morceaux, et les utiliser comme ça pour composer des vues entières. Et c'est d'ailleurs ce qui est préconisé par TCA. C'est tellement préconisé par TCA que c'est comme ça qu'on fait la navigation en TCA. Votre application devient juste une arborescence de vues. Et ça règle le problème que, la critique que souvent les gens font au Redux-like. C'est que ça fait des reducers énormes qui font 3500 lignes, qu'on s'y retrouve plus, que c'est l'enfer. Et c'est vrai, souvent c'est vrai. Sauf que là, on a déjà vu qu'on pouvait isoler la bottom sheet, très bien, mais on peut aussi isoler la WebView. On pourrait imaginer isoler le compteur aussi. Ce serait tout à fait possible. Et ça nous permet d'avoir plein de petites briques au lieu d'un très très gros reducer. Notre navigation, on l'a fait aussi dans ce mode-là, sans se battre avec SwiftUI, qui a très très envie que la navigation se fasse dans la vue. Il a très très envie de ça, et en général, les développeurs, on trouve d'autres solutions. Mais surtout, on ne se bat pas avec SwiftUI, et on ne sacrifie pas la testabilité, parce que la navigation, ou du moins le state qui fait la navigation, se trouve toujours dans votre store. Donc vous pouvez toujours y accéder dans vos tests, et donc vous pouvez toujours tester qu'effectivement vous faites bien une navigation quand il y a une action qui se passe dans votre store. Et enfin, le dernier avantage, c'est qu'en fait, en formalisant votre back-office, vous venez de créer quelque chose qui est extrêmement structurant pour un nouveau venu. Un nouveau venu, quand il doit ajouter une feature, il saura que, a priori, il va devoir ajouter une view, qu'à côté de ça, il va devoir ajouter un core, que dans ce core, il y aura un reducer, que ce reducer, il aura un state, des actions, et du coup le reducer effectivement.
Et c'est le meilleur onboarding possible pour un nouvel arrivant. Vous pouvez le lâcher dans votre code, avec quelques avertissements, et il va pouvoir le regarder et faire des gros copier-coller. Et après, il pourra comprendre en faisant les copier-coller. C'est hyper formateur. Je pense que beaucoup sous-estiment la puissance de répéter une action en termes de formation. Et donc ça, c'est des avantages qu'on ne pourrait pas avoir dans un MVVM classique. Ou alors, il faudrait tortiller un peu dans tous les sens. On ne pourrait pas non plus l'avoir dans le modèle dans l'architecture que Apple vous montre tout le temps dans les tutoriels, c'est-à-dire juste un modèle view. Et pareil pour Viper, qui demande d'avoir une navigation externe. Et donc là, je vais casser un peu l'ambiance. Ok, TCA, c'est trop cool. Mais finalement, c'est une librairie d'architecture. Et l'architecture, c'est jamais qu'un ensemble de trade-offs. Donc, il y a forcément des inconvénients. Et on va voir ça tout de suite. Et c'est trop cool parce que je suis dans les temps. La première inconvénient, c'est la verbosité. C'est aussi l'une des premières critiques qu'on fait au Redux-like. Et alors là, la verbosité, effectivement, TCA y échappe pas du tout. L'exemple du Reducer, qui est en fait un booléen optionnel, vous est peut-être resté en tête, mais effectivement, vous ne pouvez pas formaliser des trucs sans forcément alourdir votre code. Donc c'est très bien si ça aide, aussi longtemps que ça aide à comprendre votre code, mais dès lors que vous avez trop de trucs partout, forcément, ça n'aide plus. Deuxième inconvénient, la courbe d'apprentissage de TCA, elle est surprenamment élevée, à cause d'une surface d'API qui est en fait très très importante. On pourrait se dire que TCA, c'est juste un gros switch case avec du typage. Ce serait sévère, mais pas très erroné. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de sucre syntaxique un peu partout pour vous aider dans votre developer experience. Et ça, il faut l'apprendre. En plus de ça, TCA fait beaucoup de choix pour vous. Et si vous n'avez pas à vous creuser les méninges, ce qui peut être très très cool, encore une fois pour onboarder les gens, ça veut dire que il faut quand même l'apprendre en fait. Alors, ce qui est sympa, c'est que leur doc, elle est bien faite. Ce qui est moins sympa, c'est que quand vous essayez de comprendre en profondeur comment est-ce qu'ils sont venus à faire la navigation comme ils l'ont faite, en fait, vous avez un cours qui fait 13 heures. Je ne sais pas quand est-ce que vous avez fait un cours de 13 heures pour la dernière fois, mais c'est long. Et quand vous lancez un projet, c'est probablement pas le meilleur investissement en termes de temps. Ensuite, troisième inconvénient, vous avez une librairie TCA qui est en bêta. Elle était en alpha il n'y a pas si longtemps. Elle va bientôt passer en 1.0, mais pour l'instant, elle est toujours assez instable. La navigation est notamment encore en développement, et donc si vous installez et que vous commencez un projet avec TCA maintenant, vous pouvez vous attendre à ce que dans 3-6 mois, vous deviez changer une grosse partie de la nav. Ça va aussi malheureusement avec les évolutions d'Apple récentes sur la navigation. Ces évolutions, elles sont venues en iOS 15, iOS 16, iOS 17. Bon, il y a un moment où forcément, ça va casser des trucs. De notre expérience, avant même la navigation, on avait un breaking change tous les 3 à 6 mois, ce qui pour une librairie de cette ampleur, qui quand même structure l'essentiel de votre code, est pas énorme. Quatrième inconvénient, j'en ai pas trop parlé, mais vos dépendances, en fait, les dépendances que vous avez, quand c'est des calls API par exemple, TCA s'attend à ce que vous renvoyiez un success ou une failure. Moi j'adore ça, j'adore la programmation fonctionnelle. Tout le monde dit que tout le monde adore la programmation fonctionnelle, sauf qu'en fait, quand vous importez n'importe quelle dépendance tierce, personne ne le fait. Et donc, c'est à vous de tout wrapper. Et finalement, c'est très très pénible. C'est souvent pénible. Et dans le peu de cas où c'est pas pénible, c'est parce que c'est très très dur. Firebase, c'est un gros morceau. On l'a mis en place sur notre projet pour la notification, par exemple, entre les delegates d'un côté, le code hérité du Akit de l'autre. C'est très très vite assez insupportable. Et wrapper tout ça dans une seule méthode qui vous renvoie success ou failure, c'est sympathique. Le dernier inconvénient, et je l'ai gardé pour la fin parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le meilleur pour la fin, et c'est pour moi le plus gros inconvénient de TCA actuellement, c'est les performances du compilateur. Parce que, en fait, le compilateur Swift, il a ses problèmes à lui, il fait ce qu'il peut, mais il ne peut pas s'en sortir tout seul. Concrètement, le typage statique et implicite de Swift, promis ce sera pas long, fait qu'il y a une très très grosse charge sur le compilateur, qui est encore renforcée par des expressions
comme par exemple les points init ou les key paths, qui sont vraiment des gouffres noirs en termes de performance pour le compilateur. Ça vous est peut-être déjà arrivé en tapant des views SwiftUI, que le compilateur timeout vous dise qu'il n'arrive pas à s'en sortir en termes de typage, et qu'il vous demande de casser le truc en de plus petits morceaux. Et bien là, la mauvaise surprise de TCA, c'est que ça peut aussi vous arriver dans votre code business, ce qui n'est pas une très bonne nouvelle. Personnellement, ça m'est déjà arrivé, alors que j'implémentais un écran, que je rajoutais la navigation même vers cet écran, qu'en fait mon code ne compile plus. Et donc là, j'étais face au choix cornélien suivant, ne pas implémenter l'écran que mon client me demandait, ce qui n'est pas de ouf négociable, ou avoir une app qui compile, ce qui n'est pas de ouf négociable non plus. Et donc ça, vous pouvez l'aider avec plein de petits trucs. Il y a une page de doc qui est dédiée à la performance sur le site de TCA, mais ce n'est pas non plus une panacée. Il y a forcément des erreurs que vous allez faire, il y a forcément des refactos que vous allez faire, et ça, c'est à la fois lié au compilateur Swift, sur lequel les gens de TCA ont finalement très peu d'actions, mais aussi à des habitudes que nous, on peut avoir. Par exemple, moi, les points init, j'adore en mettre partout. C'est très très dur de se retenir d'en mettre partout. Finalement, on peut se poser la question, en lumière de tous ces avantages et de tous ces inconvénients, si TCA, c'est une bonne ou une mauvaise idée. Les plus, pour rappel, c'est que TCA, ça sublime vraiment SwiftUI. On passe d'un framework qui peut très très vite tourner à quelque chose d'assez sale, à globalement un framework qui a une très bonne gestion du state et qui surtout garantit de très très bons tests. Et TCA s'interface super bien avec SwiftUI, notamment en termes de navigation. Et un truc dont j'ai pas trop parlé, c'est que la documentation qui est laissée par les auteurs de TCA, elle est vraiment extensive. Vous avez le Slack, le GitHub. Dans le GitHub, vous avez les issues, les discussions, vous avez la doc du site, vous avez le blog pour aller en profondeur. C'est hyper cool. Et franchement, ça m'arrive beaucoup plus souvent. Enfin, je trouve plus rapidement une réponse à un problème que j'ai quand ça concerne TCA que quand ça concerne SwiftUI. Et encore une fois, ça dit probablement quelque chose du framework. Les moins, les gros moins, on va dire, c'est que TCA, c'est pas encore stable, notamment sur la navigation. Wrapper des dépendances, c'est pénible. Les performances du compilateur, elles sont pas ouf. Et bien évidemment, quand vous faites 1000 trucs, enfin, vous tapez 1000 lignes de code pour avoir un booléen optionnel, ça peut être un peu frustrant. Moi, je suis venu au Mobilis in Mobile, je me suis inscrit au Mobilis in Mobile en m'attendant à plutôt vous décourager d'utiliser TCA. Ce qui a changé depuis, c'est qu'ils ont commencé à implémenter la nav. Alors c'est pas encore complet, mais le peu qu'ils ont fait, c'est si brillamment fait, c'est si performant, et ça change tellement la vie, que très franchement, je vous recommanderais d'utiliser TCA. Après, c'est à vous de faire votre avis, mais allez-y quand même les yeux ouverts, parce qu'on peut quand même avoir quelques problèmes. Alors, même s'ils ne sont pas là, je tiens à remercier Pierre Caporessi et Nicolas Hahn, sans qui j'aurais pas pu faire ce talk. C'est moi là. Et je vous remercie également de votre attention. Et normalement, on a plein de temps pour des questions. Ouais. Et avant les questions, il y a le feedback sur l'app. Je le répète tout le temps, mais ça prend 2 secondes et c'est très précieux pour les speakers. Si vous voulez donner votre avis. Et bien sûr, les questions. Allez-y, vraiment, éreintez-moi, je le prends pas mal. Yes, merci pour le talk déjà, super intéressant. On a vu qu'il y avait plein de sucre syntaxique. Et moi, j'avoue que ça me ferait peur de baser mon app sur une lib qui t'apporte tout ce sucre syntaxique et qui, potentiellement, si demain c'est plus maintenu, toute mon app est buildée là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de ça, genre niveau future-proof est-ce que c'est future-proof? Est-ce que s'ils font des breaking change, tu dois tout changer ton app et du coup, tu le fais pas ou tu as la flemme ou c'est très long, c'est très chiant? C'est une remarque qui est tout à fait valide. Et alors, d'abord, concernant les breaking change de TCA, globalement, il y en a assez peu. La dernière grosse mise à jour qui a introduit des breaking changes, c'était la navigation. Et très sincèrement, je pense que ça fait effectivement 6 mois qu'on n'en a pas eu avant ça. Donc c'est plutôt cool.
Et effectivement, ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que c'est finalement un gros switch case avec du typage, c'est encore une fois trop sévère, mais d'un autre côté, c'est pas totalement faux non plus. Donc il n'y a pas non plus beaucoup de choses qui pourraient casser dans TCA. Et une fois qu'ils ont fait leur idée, parce qu'il y a les 13 heures de cours sur la navigation, elles sont là pour ça, une fois qu'ils ont fait leur idée, globalement, ils n'en changent pas trop. Maintenant, effectivement, cette histoire de sucre syntaxique, ça peut être un problème, d'autant plus que des fois, on ne sait pas trop si ça vient de SwiftUI, on ne sait pas trop si ça vient de... Par exemple, dependency, ça ressemble tellement à la notation environment qu'un nouveau venu sur le projet a cru que ça venait de SwiftUI. Et moi, il y a des trucs que j'utilisais qui venaient de TCA, et dont je pensais que ça venait de SwiftUI. Pour moi, ça montre que TCA s'interrope super bien avec SwiftUI, que le sucre syntaxique, il n'est pas du tout too much, entre guillemets. Typiquement, l'opérateur .sheet que j'ai montré, l'équivalent en SwiftUI, c'est au lieu d'utiliser store.scope, d'utiliser un booléen. Franchement, en termes de sucre syntaxique, c'est pas non plus colossal. Et ça, c'est d'autant plus vrai que le reste du sucre syntaxique auquel je peux penser là tout de suite, c'est par exemple les case paths, qui est un équivalent des key paths, mais pour les enums. Et on s'en sert globalement que dans les reducers. Donc le jour où on doit bazarder TCA, ça part avec. Et du coup, j'en profite. Même question pour les wrappers de dépendance. Tu parlais de Firebase. Pareil, Firebase ont des breaking change à chaque version majeure. Comment tu gères ça? Est-ce qu'à chaque fois, tu dois réécrire ton wrapper et du coup, pareil, un peu relou à chaque fois qu'il y a un breaking change sur ça? Comment ça marche, quoi? Alors oui, c'est vrai. Effectivement, à chaque fois que Firebase va mettre à jour un truc avec un breaking change, mon wrapper va casser. Mais d'un autre côté, si j'avais pas de wrapper, où est-ce que le code de Firebase casserait? Et ça, c'est le grand avantage de TCA. C'est que TCA, c'est un peu comme le grand frère relou qui vous dit qu'il ne faut pas faire ça. C'est chiant. Mais d'un autre côté, ça a l'avantage, dans le contexte des dépendances, de vraiment pousser tous les détails d'implémentation en périphérie de votre app et à vous forcer à bien les isoler. Et ça, c'est assez cool, et surtout quand c'est aussi facile de le faire, et quand ils vous mettent bien en évidence que ça peut être aussi bête qu'une date. Merci pour le talk. J'avais des questions par rapport au REX que tu fais là. Est-ce que ça a été mis en place sur une grosse application? C'est quoi la définition de grosse application? Une grosse application, je sais pas moi, avec beaucoup de développeurs qu'à quelques années, TCA c'est pas très vieux, mais disons si vous avez, je sais pas, beaucoup de modules ou quelque chose de conséquent, quoi, pas juste 3 écrans, quoi. L'app sur laquelle on travaille actuellement, elle a 12 écrans. Ok. C'est pas colossal. Et on travaille dessus à 2, dont un développeur Android. Donc a priori, on travaille dessus à 1. Non mais je veux dire, on travaille sur l'app iOS à 1, évidemment. Mais dans les grosses apps qui utilisent TCA, malheureusement, il y a assez peu de showcase en fait. Je pense que ça vient de l'univers iOS. Je pense qu'il doit y en avoir. Il y a un moment, Apple recrutait des gens qui étaient expérimentés en TCA pour refaire l'application météo. Mais j'en sais pas beaucoup plus que ça. Ok. Et est-ce que vous avez décomposé votre application en package? Ouais. Ok. Et est-ce que ça a accéléré justement cette compilation? Alors oui, mais on utilise Azure DevOps qui ne permet pas de mettre du cache entre 2 branches différentes. Et du coup, ça sert à rien. Ok. Merci. C'est pas de bol. Bonjour et merci pour la présentation. Par rapport au constat de base et les limitations qui ont poussé à utiliser ce framework, enfin à utiliser TCA, j'ai vu qu'il y avait le state qui était modifié directement dans la vue et pas dans le viewModel. Et donc en mettant ces modifications dans le viewModel, ça permet de tester le viewModel. Et autre point, vous disiez qu'il y avait 4 mutations du state. Même après utilisation de TCA, il y a toujours les 4 ennemis parce qu'il y a aussi le effect. Donc en fait, Alors, le ennemi du effect, effectivement, c'est un truc qui est un peu sournois, entre guillemets.
Mais si on reprend le code, tac, tac, tac. Trop loin. Trop d'animation aussi. J'espère que vous avez apprécié mon utilisation de l'application Keynote. J'ai découvert ça cet après-midi, c'était très très cool. Tac, tac, tac. Non. Pardon. Donc, en fait, ici on a le check button tap qui va faire notre call API. Et ici on a ce segment-là qui sert à faire le call API lui-même. Donc là, on utilise la primitive send qui, en gros, refile ça aux effets secondaires. On dit qu'on attend le résultat dans check odd request completed et que le résultat de la requête, ce sera API client check is odd avec du coup le compte qu'on attend. Et ensuite, juste en dessous, du coup, on dit quand la requête arrive, etc. Effectivement, c'est pas au même endroit. En soi, c'est pas exactement les mêmes lignes. Mais d'un autre côté, les lignes sont suffisamment proches dans ce bloc déjà, et même en termes de proximité, pour que, pour moi, ce soit à peu près OK. Versus, tout à l'heure, on avait le call API qui mutait le state à un endroit où il n'était pas du tout le même, quoi. Et la remarque sur le view model, effectivement, elle est tout à fait valide. Pour une app simple, je pense qu'effectivement, installer TCA, c'est pas nécessaire. Mais d'un autre côté, TCA fournit tous les avantages du view model, plus la composabilité, plus l'interop facile avec SwiftUI et notamment la navigation, plus les dependencies, plus une doc extensive. Et en fait, c'est là-dessus que TCA va vraiment briller. Toute la première partie du talk, en fait, elle est dédiée à montrer à des gens qui n'utilisent pas trop SwiftUI, et je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde qui utilise SwiftUI ici, les problèmes qu'il peut y avoir. Et c'est d'autant plus vrai qu'en fait, on s'en rend pas tout à fait... Enfin, on peut ne pas s'en rendre compte. Quant à l'utilisation du view model lui-même, dans les tutoriels Apple, et même en général Apple, en fait, déconseille d'utiliser des MVVM. C'est un peu surréaliste, mais eux recommandent vraiment d'utiliser des MV, juste des modèles view. Et c'est comme ça dans tous leurs tutoriels, dans toutes leurs apps, en tout cas toutes celles qui sont open source. C'est un peu particulier, mais bon. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, oui, merci. Je mords pas. Je gratouille des cochons. Qui veut se faire gratouiller? Oula, j'aurais pas osé, hein, je suis désolé, ça vient pas de moi. Sinon, on peut te retrouver au café, ouais. Après. Très bien. On se retrouve sinon dans la salle à 17h10, je crois. 17h10. Merci encore, Louis.